Il se tenait debout dans le tribunal, accusé d'avoir agressé un policier. Calme, silencieux, avec le même regard fixe et inébranlable qu'il avait un jour porté sur le champ de bataille. L'officier affirma qu'il avait été violent, et la salle d'audience le crut. Mais, et si cet homme à la barre n'était pas simplement un accusé de plus, mais un soldat décoré de la marine, qui avait passé 2 décennies à défendre la même justice qui, aujourd'hui, lui tournait le dos? Pourquoi avait-il gardé le silence si longtemps? Et quelle vérité attendait-il de révéler? Si tout cela vous intrigue déjà, aimez cette vidéo, partagez-la, et laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Maintenant, laisse-moi t'emmener à l'intérieur d'une salle d'audience où le silence d'un homme résonnait plus fort que n'importe quel mensonge. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du tribunal du comté, projetant de longs rayons dorés sur le plancher de bois poli. La salle était silencieuse, trop silencieuse. Pas un silence paisible, mais celui d'une attente suspendue, le souffle retenu, comme si quelque chose d'inévitable allait se produire. À la table de la défense, un homme latino, grand, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre, restait assis. Son nom, Miguel Hernandez. Son dos droit, les mains posées l'une sur l'autre, sans menottes, sans peur apparente. Seulement du calme, du contrôle. Comme un homme qui avait déjà été ici, ou peut-être quelque part de bien pire. Les murmures avaient commencé avant même que le juge n'entre. C'est lui qui a frappé le flic, non? J'ai entendu dire qu'il a essayé de lui prendre son arme. Un gars aussi grand, moi aussi j'aurais eu peur à la place du flic. Miguel ne broncha pas. Ses yeux ne vacillèrent pas. Il restait immobile, comme une pierre, mais loin d'être inerte. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose qui détonnait dans le récit proposé. De l'autre côté, à la table du plaignant, l'officier Robert Wilson ajustait son uniforme bleu foncé. Blanc, une trentaine d'années, mâchoire carrée, rasée de près, ses insignes brillants et une assurance bien rodée. Il se penchait dans sa chaise, les bras croisés, un sourire narquois presque imperceptible sur les lèvres. Il avait déjà raconté son histoire. Elle était claire, convaincante, et il était bien décidé à ce qu'elle le reste aujourd'hui. Face à Miguel, feuilletant nerveusement une chemise remplie de notes désordonnées, se trouvait Benjamin Torres, jeune avocat latino, tout juste sorti de la faculté de droit. Il avait accepté cette affaire pro bono, croyant naïvement que la vérité suffirait. Mais maintenant, en observant Miguel, si immobile, si illisible, il commençait à douter de tout. Benjamin toussota doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Monsieur Hernandez, êtes-vous sûr d'être prêt pour ça ?» Miguel ne répondit pas tout de suite. Il n'avait pas besoin de le faire. Il se contenta d'un lent hochement de tête, mesuré, délibéré. Et à cet instant, Torres le vit. Ni peur, ni hésitation. Juste de la résolution. Peu importe ce qu'il avait vécu, peu importe l'histoire que l'officier s'apprêtait à raconter, Miguel ne vacillerait pas. Le huissier s'avança, sa voix résonnant dans la salle. « Veuillez vous lever, l'audience va commencer. » Le juge Grayson préside. Les chaises raclèrent le sol, des papiers se froissèrent. Wilson réajusta sa cravate. Miguel, lui, se leva lentement, comme si le poids du monde glissait sur ses épaules sans l'écraser. Le procès commença. Le juge fit un signe de tête discret. « Officier Wilson, vous pouvez vous avancer. » Wilson se leva avec l'assurance d'un homme qui avait déjà récité cette histoire une douzaine de fois, sans jamais être contredit. Son uniforme était impeccable, sa plaque brillait sous les néons. Il ajusta sa ceinture, prit une grande inspiration et marcha jusqu'à la barre comme un acteur montant sur scène. Il leva la main droite, prêta serment, et s'installa. « Veuillez décrire ce qui s'est passé cette nuit-là » demanda le procureur d'une voix posée, presque trop bien préparée. Wilson se pencha légèrement vers l'avant, fixant le jury droit dans les yeux. Il était environ 23h15, commença-t-il. Je répondais à un appel concernant une possible effraction du côté est, près de l'ancienne quincaillerie Kensington. Il marqua une pause, laissant planer les mots « effraction, nuit, danger ». C'est alors que j'ai vu l'accusé, ajouta-t-il en désignant Miguel d'un geste négligent. Il se tenait devant le magasin, faisait les 100 pas, avait l'air agité. Plusieurs jurés prirent des notes. Une femme fronça les sourcils, un homme au premier rang se pencha. Je suis sorti de mon véhicule, je lui ai demandé ce qu'il faisait. C'est là que les choses ont dégénéré. Dégénéré ? Comment ? Demanda le procureur en haussant un sourcil.
Wilson expira lourdement, comme s'il se rappelait un moment difficile. Il est devenu agressif, bruyant, a refusé de s'identifier. Je l'ai averti plusieurs fois. Il a ignoré toutes mes consignes. Il baissa la voix, y glissant la juste dose de tension dramatique. Puis, il m'a poussé violemment dans la poitrine. Le jury releva la tête. Et lorsque j'ai essayé de le maîtriser, poursuivit Wilson d'une voix ferme, il a tenté d'atteindre mon arme. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le mettre au sol. Un souffle choqué s'échappa de la galerie. Le juge ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le procureur hocha lentement la tête, presque gravement. Vous sentiez-vous en danger? Absolument, répondit Wilson sans hésiter. Et vous pensez avoir agi dans le cadre de vos fonctions? Wilson regarda à nouveau le jury. Non seulement j'ai agi selon mon devoir, mais j'ai suivi le protocole à la lettre. Pas d'autres questions, votre honneur, conclut le procureur. Wilson se rassit, les mains croisées sur les genoux, le visage serein, sûr de lui. Mais de l'autre côté, Miguel Hernandez ne bougeait toujours pas. Sa posture était la même, pas un battement de cils, pas un poing serré, pas un frémissement. Mais ses yeux, suivaient chaque geste, chaque mot, chaque contraction du visage de Wilson. Comme un homme entraîné à lire l'intention avant qu'elle ne se forme. Et il le vit. Le léger tremblement des doigts de Wilson sur sa cuisse quand on mentionna la bousculade. Cette minuscule pause, à peine une demi-seconde, avant les mots « atteindre mon arme ». Miguel ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Parfois, la vérité ne crie pas. Elle attend. Elle observe. La salle ne changea pas bruyamment, mais subtilement, comme la mer qui recule avant la vague. L'officier Wilson venait de terminer son témoignage. Il regagna sa place, visiblement satisfait, les lèvres pincées dans un sourire moqueur qu'il ne prenait même plus la peine de cacher. Le jury gribouillait en silence. Le juge s'adossa. L'air semblait plus lourd, comme si une version de l'histoire avait déjà commencé à s'ancrer. À la table de la défense, Benjamin Torres agrippait son stylo comme une bouée de sauvetage. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il se penchait vers Miguel et chuchotait. Si on ne commence pas à semer le doute maintenant, ils vont gober chaque mot. Miguel ne le regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur la barre des témoins, vide maintenant, toujours concentré. Comme un soldat observant une embuscade se déployer, sans bouger. Miguel, dit quelque chose, n'importe quoi. À cela, Miguel tourna enfin légèrement la tête et croisa le regard de Torres. Sa voix était basse, calme, de l'acier enveloppé de velours. Benny, dit-il, on m'a appris à survivre en silence, pas dans la panique et le vacarme. Il fit une pause, ajoutant, presque pour lui-même. La vérité a sa propre voix. Quand elle est prête, elle parle. Torres cligna des yeux. Il ne comprenait pas encore. Mais quelque chose dans le ton de Miguel le fit taire. De l'autre côté, Wilson regarda à nouveau. Toujours ce sourire en coin. Mais pour la première fois, il semblait un peu forcé, comme s'il observait trop longtemps un homme qui refusait de réagir. La galerie frémissait d'une curiosité contenue. Pourquoi il ne dit rien? S'il était innocent, il crierait du haut des toits. Peut-être qu'il ne peut pas se défendre? Il ne savait pas. Il ne voyait pas ce que Torres commençait à peine à percevoir. Miguel n'était pas paralysé. Il attendait, comme un soldat en zone de combat, couché au sol, comptant les respirations, laissant l'ennemi parler le premier, le laissant s'exposer trop tôt. Et quand ce moment arriva, il ne se contenta pas de répondre. Il démantela tout. La salle d'audience était immobile, mais en rien paisible. C'était ce genre de silence étouffant qui précède une tempête électrique, une tension suspendue prête à éclater. Miguel Hernandez monta à la barre des témoins avec la même calme assurance qu'il avait affichée depuis le début du procès. Il ajusta le micro, non par nervosité, mais avec une précision méticuleuse. Chaque geste semblait dire « j'ai traversé pire que ça ». Le procureur se leva et s'approcha, ouvrant son bloc-notes comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire. « Monsieur Hernandez, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez la nuit de l'incident » Miguel ne le regarda pas. Il fixait droit devant lui, vers le jury. « J'attendais un Uber. Je venais de sortir d'un dîner avec un ami. » Le ton du procureur se fit plus tranchant, teinté de soupçon. « Où exactement attendiez-vous » Devant l'ancienne quincaillerie,
sur le trottoir public. Elle était fermée, alors je traînais un peu. Miguel s'arrêta un instant, juste assez pour que le mot traîner pèse lourdement dans l'air. Je me tenais là, en silence, sans gêner personne, sans faire de scène. Je faisais juste ce que beaucoup font, attendre. Certains jurés remuèrent légèrement sur leur siège. Le procureur reprit, sa voix cette fois empreinte d'une insinuation à peine voilée. L'officier Wilson a déclaré que vous sembliez agité. Vous décririez-vous ainsi? Miguel se tourna enfin vers lui, lentement, avec gravité. J'étais fatigué, il était tard, mais non, je n'étais pas agité. Pas avant qu'on m'aborde. Le procureur pencha la tête. Abordé? Comment? La mâchoire de Miguel se contracta. Il ne s'est pas présenté. Il s'est approché, m'a braqué une lampe en pleine figure, et a commencé à poser des questions, exigeant de savoir ce que je faisais là. Il regarda à nouveau le jury, sans supplier, sans colère, juste avec une clarté glaçante. Je lui ai demandé pourquoi j'étais interrogé, et c'est là qu'il a dit. La voix de Miguel s'abaissa. Ces mots tombèrent dans la salle comme du plomb. Les gens comme toi doivent apprendre à obéir. La tension devint presque insupportable. Une vague d'inconfort traversa le public assis derrière lui. Un juré cligna des yeux rapidement. Un autre griffonna sans même lever les yeux. Le juge leva son maillet, averti, mais ne frappa pas. Pas encore. Le procureur réajusta sa cravate, les yeux plissés. C'est une accusation grave. Avez-vous une preuve que l'officier a réellement dit cela? Pas d'enregistrement, répondit simplement Miguel. Sa caméra corporelle ne fonctionnait pas cette nuit-là. Il laissa le silence frapper plus fort que n'importe quel mot. Le maillet frappa alors. Sec, dur. Silence dans la salle. Mais c'était trop tard. La graine était plantée. Le public remua. Murmura. Wilson, à la table du plaignant, regardait droit devant lui, l'expression figée, mais un tic discret à la joue trahissait une tension souterraine. Le procureur tenta de reprendre la main. Monsieur Hernandez, avec tout le respect, vous êtes un homme grand. Il est possible que l'officier Wilson se soit senti menacé, peut-être par votre ton, votre posture? Miguel ne répondit pas tout de suite. Il laissa la question flotter dans l'air, nue, évidente. Menacé par moi, pour avoir posé une question? Ses yeux passèrent de Wilson au jury. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai pas levé la main. J'ai levé une question. Puis, plus doucement, presque pour lui-même, mais assez fort pour être entendu. Parfois, il ne s'agit pas de ce que vous faites. Il s'agit de ce qu'ils s'attendent à ce que vous fassiez. Le silence qui suivit pesa plus que n'importe quel argument. Il se redressa, toujours maître de lui, non plus un simple accusé, mais une force. Le maillet frappa 2 fois, vif et autoritaire. Nous prendrons une courte pause avant le contre-interrogatoire. Les gens bougèrent, certains se levèrent pour s'étirer, mais personne ne quitta la salle. Quelque chose avait changé. On le sentait dans l'air. La température du doute commençait à monter. À la table de la défense, Benjamin Torres se pencha vers Miguel, voix basse. Cette phrase que tu as dite sur ce qu'ils attendent que tu fasses, ça a fait mouche. Miguel resta silencieux. Immobile. Mais sa mâchoire tendue trahissait une retenue, comme s'il contenait quelque chose de plus tranchant que des mots. Torres sortit une petite clé USB de sa mallette, ses mains légèrement moites. Il y a autre chose. Arrivé hier soir. Une vidéo anonyme d'un témoin. Je n'en ai vu qu'un bout, mais si c'est ce que je pense. Il s'interrompit, regarda Miguel avec un mélange d'étonnement et de soupçon. Tu caches des choses, hein? Miguel finit par se tourner vers lui. Toute vérité ne doit pas être dite immédiatement. Torres le fixa un moment, puis acquiesça. D'accord. Mais ça doit être vu. Le juge ajusta ses lunettes. Maître Torres, vous pouvez procéder. Torres se leva lentement, comme un homme marchant sur de la glace fine. Votre honneur, la défense souhaite présenter une vidéo enregistrée par un témoin civil présent lors de l'arrestation de monsieur Hernandez. Le procureur bondit. Objection. Cette preuve n'a pas été soumise lors de la phase de découverte. Asseyez-vous, trancha le juge. Elle est admise. Un silence tomba sur la salle alors qu'on installait l'écran.
Les lumières s'atténuèrent légèrement. Tous les regards se tournèrent vers l'avant. La vidéo commença, granuleuse, filmée depuis un téléphone, de nuit, sur un trottoir, éclairé par la lumière vacillante d'un lampadaire. Miguel se tenait là, immobile, les mains bien visibles de chaque côté de son corps. L'officier Wilson entra dans le champ par la gauche, lampe levée. Sa voix, aiguë mais lointaine. « Que faites-vous ici ?»« J'attends un transport, » répondit Miguel, calme. La caméra trembla légèrement, le témoin tentant de la stabiliser. Wilson s'avança, soudain plus agressif. « Vous semblez nerveux. Vous avez quelque chose à cacher ?»« Non, monsieur, » répondit Miguel, reculant d'un demi-pas. « J'attends, c'est tout. » Soudain, Wilson le poussa contre la voiture de patrouille, forçant ses bras dans le dos. « Je n'ai rien fait de mal, » dit Miguel, plus fort, mais sans crier. Les mains dans le dos. « Je ne résiste pas. » Sa voix, sur la vidéo, était claire, ferme, même alors que son visage se heurtait au métal froid. « Je n'ai rien fait de mal. » Cette dernière phrase résonna encore, même après la fin de la vidéo. La salle était figée. Le visage de Wilson blêmit. Des jurés secouèrent la tête. Une femme serrait ses lèvres jusqu'à les faire disparaître. Même le juge se redressa légèrement, les yeux plissés. Torres se tourna lentement vers le jury. « Ce que vous venez de voir, c'est la différence entre une narration et la vérité. » Il n'ajouta rien. Il n'en avait pas besoin. Il regagna sa place, le souffle court, l'adrénaline au sommet. Il regarda Miguel, toujours impassible, comme sur la vidéo. Mais un changement s'était glissé dans son expression. Ce n'était plus du silence. C'était de la volonté. Torres se pencha et murmura. « C'est une fissure dans le mur. » Miguel répondit, à peine audible, mais ferme. « Les murs ne tombent pas avec une seule fissure. » Torres le fixa, le poids de ses mots s'installant lentement. « Alors, qu'est-ce qui les fait tomber ?» Miguel regarda droit devant lui, les yeux rivés sur Wilson. La vérité. Tout entière. Le tribunal était vide depuis longtemps quand Benjamin Torres entra dans l'allée de Miguel. Le soleil avait disparu, remplacé par un ciel saturé d'étoiles et un silence trop propre, trop poli, comme si le monde ignorait à quel point il avait frôlé l'inacceptable. Torres resta un moment dans la voiture, les mains crispées sur le volant, le cœur battant sous le poids de tout ce qui s'était joué au tribunal. La vidéo avait brisé l'illusion. Mais au fond, il savait que ce ne serait pas suffisant. Il fallait plus. Il fallait la vérité. Et Miguel. Miguel l'avait porté comme un homme entraîné à cacher ce qui compte le plus. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Miguel était là, en sweat bleu marine et pantalon de sport noir, plus en tenue d'audience, mais toujours avec cette même présence inébranlable. « Entre » dit-il simplement. Torres pénétra dans la maison. L'air était frais, l'endroit minimaliste. Pas de télévision, pas de désordre, juste une pièce où la discipline était gravée dans chaque recoin. Et alors, il la vit. Accrochée au mur, en face de la porte d'entrée, une photo encadrée de Miguel plus jeune, entouré de 4 autres hommes en uniforme de combat, les bras passés les uns autour des autres, les bottes pleines de sable. En dessous, une vitrine d'ombre abritait des médailles, des insignes, et un drapeau américain soigneusement plié, poli jusqu'à en briller. Près d'elle, sur une petite table, reposait un dossier épais, usé sur les bords, étiqueté « Lieutenant-commandant Miguel J. Hernandez, unité SEAL de la marine américaine ». Torres se figea. C'était toi. Il n'arriva pas à finir sa phrase. Miguel ne détacha pas son regard du drapeau qu'il tenait entre ses mains. « Lieutenant-commandant », murmura-t-il. « Équipe SEAL 8, 20 ans de service », souffla Torres. « Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Miguel se retourna enfin. Ses yeux croisèrent ceux de Torres. « Parce que les gens ne voient pas ce que tu as fait. Ils voient ce qu'ils craignent. » Il posa le drapeau avec une profonde révérence. « J'ai été dans des zones de guerre. J'ai été blessé dans 3 pays différents. J'ai extirpé des frères d'armes de camions en flammes. J'ai guidé des hommes à travers l'enfer et j'ai ramené la plupart d'entre eux. » Il fit une pause. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était lourde d'émotion. « Et aujourd'hui, je me suis tenu dans une salle d'audience, dans mon propre pays, et j'ai vu un homme essayer d'utiliser un insigne pour effacer tout ce que j'ai été. » Torres s'approcha, les mots lui échappant,
désorienté. Mais, ça change tout. S'il savait, s'il voyait qui tu es vraiment, il... Miguel l'interrompit. Sa voix, douce mais tranchante. Il verrait toujours un homme latino ayant remis en question un policier blanc dans le noir, et une part d'eux se demanderait encore si je l'avais provoqué. Il marcha jusqu'à une étagère, en sortit une photo. On le voyait au garde à vous, en uniforme de cérémonie, une médaille de la bravoure sur la poitrine. Sa mère se tenait à ses côtés, les yeux remplis de fierté. « Ce n'est pas juste à propos de moi, dit-il. Ça ne l'a jamais été. » Torres déglutit. « Alors pourquoi te battre en silence? Pourquoi te retenir? » Miguel le fixa longuement. « Parce que le silence peut être une stratégie, mais pas pour toujours. » Il se tourna vers la fenêtre. Dehors, la nuit était immobile, mais dans sa voix, quelque chose avait changé. « Demain, dit-il, je ne resterai plus silencieux. » Torres acquiesça lentement. « Tu en es sûr? » Miguel lui adressa un sourire discret. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Un silence s'installa. L'un tenait la vérité, l'autre en portait maintenant le poids. Torres finit par murmurer. « Alors donnons-leur plus qu'une simple fissure dans le mur. » Miguel hocha la tête. Sa voix était ferme. « Démolissons-le. » Le lendemain matin, la salle d'audience semblait différente. Pas plus bruyante, pas plus pleine, mais plus lourde, comme si chacun ressentait qu'un moment important approchait. Un moment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'il n'oublierait pas. Miguel Hernandez était assis à la table de la défense, les mains jointes, le visage calme. Mais Torres remarqua, juste sous cette quiétude, un feu silencieux grandissait. Et aujourd'hui, Miguel ne le retiendrait pas. Le juge rappela la séance. « Maître Torres, vous pouvez appeler votre prochain témoin. » Torres se leva lentement, regarda son client. La défense rappelle Miguel Hernandez à la barre. Un murmure parcourut la salle. Miguel se leva, sans précipitation, ni tension, simplement droit, comme un soldat retournant sur un champ de bataille familier. Il prit place, ajusta le micro. Torres s'avança, la voix claire. « Monsieur Hernandez, la Cour a entendu beaucoup de choses sur votre interaction avec l'officier Wilson, mais j'aimerais que nous parlions un instant de vous. Qui êtes-vous » Miguel regarda les jurés. Quand sa voix résonna, elle était basse, mais lourde de sens. « Je m'appelle Miguel Gil Hernandez. Je suis lieutenant-commandant à la retraite des forces SEAL de la marine américaine. J'ai servi 20 ans, avec de multiples déploiements, Afghanistan, Irak, Corne de l'Afrique. J'ai dirigé des missions dont personne n'entendra jamais parler, et enterré des hommes qui ne sont jamais rentrés. » La salle se figea. Les jurés restèrent immobiles. Un homme au fond de la salle, veste simple, cheveux grisonnants, hocha lentement la tête. Un vétéran, cela se lisait dans ses yeux. Miguel poursuivit, sa voix désormais ferme, comme si ces mots attendaient depuis des années. Je me suis tenu sur des terres étrangères, des fusils pointés sur ma poitrine. J'ai appris à maîtriser la peur, à gérer le chaos, à maintenir mes hommes en vie sous le feu. Il marqua une pause, puis regarda l'officier Wilson droit dans les yeux. Et pourtant, la première fois qu'on m'a traité de menace sans lever la main, c'était ici, chez moi, dans une rue tranquille, en attendant un transport. Wilson bougea, la mâchoire crispée, mais resta silencieux. Torres s'approcha encore. « Dites-moi, officier, ressentez-vous de la honte d'avoir accusé un soldat décoré d'être une menace, simplement parce qu'il est grand, fort, et latino ?» Ce dernier mot claqua dans la salle comme un fouet. Wilson cligna des yeux, déstabilisé. « Je ne savais pas qui il était, » balbutia-t-il. « Exactement, » lança Torres. « Vous ne saviez pas. Mais vous avez décidé quand même. » Il laissa le silence s'installer. Un silence pesant, celui qui force à affronter son inconfort. Vous avez vu un homme latino debout sur un trottoir et ce que vous avez attrapé plus vite que vos menottes, c'est une conclusion. Wilson ouvrit la bouche. Je me suis senti menacé. La voix de Torres s'abaissa, glaciale. Menacé, par un homme debout, calme, respectueux des lois, posant une question. Il se tourna vers les jurés. Quand un soldat entraîné garde son calme, on appelle ça de la discipline. Jusqu'à ce que ce soldat soit latino. Alors, on appelle ça du danger. Il marcha lentement dans la salle, ses yeux fixés sur les jurés.
quand un homme comme Miguel Hernandez, qui a marché dans des champs de mines, dirigé des missions de sauvetage et mis son corps entre les balles et son pays, choisit le silence, on appelle ça suspect. Quand il pose une question, on appelle ça un défi. Quand il ne bronche pas, on appelle ça une menace. Il se tourna vers Wilson, le désigna sans agressivité. Mais quand il a menti, quand il a transformé un citoyen en criminel pour protéger son récit, le système l'a quand même appelé à faire son devoir. Le silence tomba. Les jurés étaient figés, sans note, sans mouvement, absorbant chaque mot. On dit vouloir l'ordre, poursuivit Torres, plus bas. Mais l'ordre sans justice, ce n'est que du contrôle. Il inspira, baissa brièvement les yeux, puis releva la tête. Miguel Hernandez n'a pas résisté à une arrestation. Il a résisté à l'effacement. Il a refusé de devenir un autre nom que l'on murmure trop tard. Il a survécu. Et aujourd'hui, il se lève, pour que vous, membres du jury, décidiez si la vérité compte encore. Ou si elle ne compte que lorsqu'elle vient de la bouche de quelqu'un qui a le bon profil. Long silence. Un de ceux qui changent les choses. Torres retourna à la table de la défense. Wilson regardait ses mains, livides, immobiles. Le juge balaya la salle du regard, silencieux lui aussi. Les jurés n'avaient pas besoin de se regarder. Ils savaient. L'histoire avait changé. Et cette fois, la vérité n'était pas gravée sur une plaque. Les jurés revinrent. Leur visage était neutre, mais leurs pas étaient plus lents, plus lourds. Ils portaient désormais non seulement le poids des preuves, mais celui de la conscience. Le juge ajusta sa toge, fixa la porte-parole, une femme calme au regard déterminé, le genre d'autorité silencieuse qui n'a jamais besoin d'élever la voix. Madame la porte-parole, le jury a-t-il rendu un verdict? Elle se leva, s'éclaircit la gorge. Oui, votre honneur. La salle retint son souffle. Dans l'affaire de l'État contre Miguel Hernandez, pour le chef d'accusation de résistance à l'arrestation, nous déclarons l'accusé non coupable. Un murmure parcourut la salle. Pour le chef d'accusation d'agression contre un officier de police, nous déclarons l'accusé non coupable. Un instant, le monde sembla suspendu. Puis, le bruit monta, doucement d'abord, puis crescendo, des applaudissements venus des rangs du fond, des yeux mouillés, des inconnus qui, quelques jours plus tôt, doutaient encore de lui. Le juge frappa une fois de son maillet. Silence, je vous prie. Mais sa voix manquait de conviction. Même lui, derrière son estrade, regardait Miguel avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Torres se tourna vers lui, les yeux brillants. On l'a fait, murmura-t-il. Miguel ne répondit pas immédiatement. Il expira longuement, lentement, avec maîtrise. Comme un homme enfin autorisé à déposer un fardeau porté à travers des continents et des années. Le juge le regarda au-dessus de ses lunettes. Monsieur Hernandez, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Sa poitrine se soulevait sous un mélange viscéral de peur et de fureur. Il rêvait de vengeance, mais il savait au fond de lui qu'il n'avait plus d'issue. Il pensa à fuir, à changer d'état, à disparaître, mais sa fierté distordue, malade, l'empêchait de s'en aller si facilement. Il devait finir ce qu'il avait commencé. Il voulait prouver quelque chose, même s'il ne savait plus très bien à qui. Le lendemain matin, il prit une décision désespérée. Il fouilla dans la boîte à gants de son vieux camion et en sortit un pistolet qu'il avait soigneusement dissimulé. Il jeta un dernier regard amer à son véhicule en ruine, puis s'éloigna à pied, en direction de Pinval. Quelque chose en lui s'était brisé. Sa raison avait sombré, remplacée par une obsession noire, dévorante. Vanessa, de son côté, se réveilla chez sa tante après une nuit agitée. Son sommeil avait été entrecoupé de cauchemars. Chaque respiration était douloureuse, l'hématome sur sa poitrine, résultat de l'accident évité de justesse, lui rappelait la fragilité de sa vie. Héloïse, attentionnée, lui préparait le petit déjeuner et lui demandait avec insistance de se reposer. Mais comment se reposer alors que Wentworth rôdait encore en liberté? L'adjoint Grand avait promis d'intensifier les patrouilles dans le quartier. Mais ce matin-là, un appel téléphonique brisa l'illusion de sécurité. Le message était clair, urgent, Wentworth venait d'être repéré à la périphérie de Pinval. Les habitants furent alertés, les portes verrouillées, les regards en alerte. Le cœur de Vanessa se serra. Devait-elle rester ici, au risque d'exposer sa tante? Je devrais peut-être partir, me mettre à l'abri, dit-elle doucement.
Mais Héloïse secoua la tête, déterminée. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Si ce fou vient jusqu'ici, j'appelle la police. Sans hésiter. Malgré son ton ferme, Vanessa lut la peur dans ses yeux. Et la culpabilité s'infiltra. Elle avait l'impression d'avoir entraîné ce danger jusque chez sa tante, même si, en vérité, c'était Wentworth qui avait choisi la violence. Dehors, 2 voitures de patrouille surveillaient la maison. Des policiers postés scrutaient les alentours. Vanessa trouva un peu de réconfort en les voyant. Elle marchait nerveusement dans le salon, jetant des regards furtifs par la fenêtre. L'air était dense, électrique. Soudain, la radio d'un des agents crépita. Un officier courut vers la porte et frappa à toute vitesse. « Dr King, on a un problème. Wentworth est en route, à pied, vers ce quartier. Il faut vous emmener, vous et votre tante, en sécurité. » Le pouls de Vanessa s'accéléra. Elle et Héloïse attrapèrent quelques affaires essentielles. Les policiers les escortèrent vers un SUV garé en bas. Le moteur ronronnait doucement. L'adjoint dit d'un ton grave. « Nous allons vous conduire dans un hôtel sécurisé, dans le comté voisin. Une équipe restera en poste. » Mais à peine avait-elle mis un pied sur le porche qu'un coup de feu retentit, sec, glaçant l'air du matin. Héloïse cria. Un policier hurla au coup de feu, et tous se mirent à couvert, armes dégainées. Vanessa, le souffle court, se précipita derrière le SUV, enveloppant sa tante dans ses bras. Un second tir siffla dans l'air et frappa une boîte aux lettres en éclats. La police riposta en direction d'un bosquet en face de la maison. La panique se répandit. Des sirènes retentirent au loin, les renforts convergeaient. De l'ombre des buissons surgit la silhouette hagarde de Wentworth, le visage ravagé, l'arme à la main, dégoulinant de sueur. « Tu as ruiné ma vie, King !» hurla-t-il. « J'ai tout perdu à cause de toi. » Un officier cria « Jetez votre arme !» Mais Wentworth refusa. « Jamais !» rugit-il, pointant son arme, prêt à tirer. Une nouvelle salve éclata. Les vitres d'une voiture volèrent en éclats. Vanessa serra plus forte encore Héloïse contre elle, luttant pour rester calme. D'autres véhicules de police déboulèrent dans la rue. L'adjoint grand descendit, mégaphone en main. « Todd, c'est terminé. Dépose ton arme. Tu n'as plus d'échappatoire. » Un silence de plomb s'abattit. Wentworth leva son arme vers Vanessa. Elle sentit la mort l'effleurer, comme une vague glaciale. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, plusieurs agents surgirent par derrière et le plaquèrent au sol. Le pistolet rebondit sur le trottoir. Wentworth se débattit, hurlant, mais les policiers le maîtrisèrent et lui passèrent les menottes. Il haletait, ruisselant, les yeux fous. L'adjoint grand le regarda, impassible. « Todd Wentworth, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, agression avec arme mortelle, et bien d'autres chefs d'accusation encore à venir. » Allongé sur le sol, Wentworth lança un regard noir. Sa poitrine se soulevait de colère. La haine le consumait, mais il n'était plus qu'un homme vaincu. Le destin venait de le rattraper. Il gisait, brisé, pris dans les ruines de sa propre fureur. Vanessa aida Héloïse à se relever. La vieille femme tremblait, les larmes aux yeux. Les agents se précipitèrent vers elle. Elles étaient saines et sauves. Ébranlées, mais entières. Dans le silence qui suivit, Vanessa ressentit un soulagement profond. C'était fini. Le cauchemar prenait fin. Le règne de terreur de Wentworth venait de s'effondrer. Cette journée restera comme un rappel violent, les préjugés et les abus peuvent se tapir sous les apparences les plus banales. Et parfois, il faut un courage indestructible pour leur faire face. Ce qui n'aurait dû être qu'un contrôle routier s'est transformé en une épreuve de vie ou de mort. Mais grâce à sa détermination, au soutien de la communauté et à l'engagement de ses alliés, la Dr Vanessa King a défendu sa vie et restauré la justice. Si son histoire vous inspire à combattre l'injustice ou apporte de l'espoir à ceux qui en ont été victimes, alors elle aura accompli sa mission. Merci d'avoir été témoin de ce voyage, de la peur à la résilience. Pour d'autres récits vrais de courage, de responsabilité et de vérité, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Car ensemble, nous affirmons ceci, personne, quel que soit son rang, son titre ou son passé, ne devrait être au-dessus de ses responsabilités.